Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va faire, Inch'Allah, les urgences hypertensives. On commence par une définition. C'est quoi une urgence hypertensive? Il y a les vraies urgences hypertensives ou emergency associées à une souffrance viscérale. Et il y a les fausses urgences hypertensives ou urgency sans souffrance viscérale. Bien sûr, avec une tension artérielle très élevée, une HTA sévère, supérieure ou égale à 180 et ou 110 mmHg. Quels sont les signes d'alarme clinique à rechercher? Il y a l'altération de l'état de conscience, les signes neurologiques focaux, les convulsions, les céphalées intenses et non pas modérées ou minimes, les troubles visuels, la douleur rétrosternale, la dyspnée, la congestion et l'oligurie. Sans oublier bien sûr les signes survenant au cours de la grossesse. Que demander comme bilan en première intention? Ce bilan est minimal. Donc dans les 24 heures, on doit demander une fonction rénale, un ionogramme, une bandelette urinaire à la recherche d'une hématurie et une protéinurie. La troponinémie peut être élevée en cas d'HTA maligne. Et bien sûr, on complète le bilan biologique par l'ECG et le fond d'œil à la recherche d'une rétinopathie sévère. Ce bilan est demandé par défaut en ambulatoire si on n'en a pas à l'hôpital. Y a-t-il du nouveau quant à l'usage de la nicardipine? Selon l'Agence européenne des médicaments, l'utilisation de la nicardipine doit être faite en perfusion continue, donc pas de bolus. La surveillance tensionnelle continue est primordiale. Le débit est de perfusion en utilisant la SAP est entre 3 à 5 mg par heure jusqu'à une dose maximale à 15 mg par heure. Si on fait une conversion en utilisant la perfusion, c'est entre 12 et 20 gouttes chaque 15 secondes, sans dépasser 60 gouttes par 15 secondes. La nicardipine n'est plus recommandée en cas d'urgence hypertensive associée à un OAP, car il n'y a pas de données suffisantes. Donc les indications actuelles de la nicardipine sont l'hypertension artérielle maligne, l'encéphalopathie hypertensive, la dissection aortique après l'utilisation des bêta-bloquants, la prééclampsie sévère, le traitement de l'hypertension post-opératoire. Comment traiter une urgence hypertensive? En cas de vraie urgence hypertensive, il faut utiliser un traitement injectable. C'est pour cette raison qu'on doit hospitaliser le malade dans un service spécialisé. En cas d'éclampsie, on oriente la malade vers la maternité. En cas par exemple de suspicion de dissection aortique, vers un service de chirurgie vasculaire. En cas de suspicion ou de confirmation de syndrome coronaire aigu, vers un service de cardiologie. En cas d'AVC ou de signes neurologiques, vers un service de neuro. Par défaut, vers un service de médecine interne. Il faut s'abstenir s'il y a des signes neurologiques avec une tension artérielle moins de 22/12, surtout si on n'a pas le scanner. On utilise les déinhibiteurs et les diurétiques de l'anse en cas d'OAP, les bêta-bloquants en cas de syndrome coronaire aigu ou dissection aortique. Dans les autres cas, on utilise le Loxane, la nicardipine. L'objectif, selon les recommandations américaines, est de réduire prudemment la tension artérielle en cas d'atteinte cérébrovasculaire et rapidement en cas d'éclampsie ou dissection aortique. On sait très bien que le traitement curatif de l'éclampsie est l'extraction fœtale. Devant une fausse urgence hypertensive, il faut donner un traitement en ambulatoire. Il ne faut pas hospitaliser le malade, sauf si un hôpital de jour. Donc, la fausse urgence hypertensive est caractérisée par une tension artérielle, comme on a dit, supérieure à 18/11 en dehors de la grossesse, sans souffrance viscérale. La conduite à tenir est de garder le malade au calme, lui donner des antalgiques pour soulager une douleur si on en a, et de réhydrater le malade en cas de déshydratation.
et après on remesure la tension artérielle. Si les chiffres tensionnels restent toujours élevés, très élevés, il y a deux cas de figure. Soit le malade est connu comme hypertendu, donc il est sous traitement. Là aussi, il y a deux cas de figure. Soit il a arrêté son traitement et dans cette situation, le malade doit reprendre son médicament. Sinon, l'autre cas, c'est en cas d'élévation des chiffres tensionnels, malgré la prise de traitement. Dans ce cas, il faut renforcer son traitement. Si le malade n'est pas connu comme hypertendu et il n'est pas sous traitement, soit la fonction rénale est normale, dans ce cas-là, il faut initier un traitement selon l'algorithme et le protocole proposé dans le slide suivant. Si le bilan n'est pas disponible, on commence par un inhibiteur classique qui n'a pas d'effet sur la fonction rénale et l'ionogramme. On fait un bilan dans les 24 heures, par défaut en ambulatoire, et un contrôle tensionnel à J7. L'intérêt du bilan est de rechercher les autres signes de souffrance viscérale infraclinique. Comment initier ou renforcer un traitement antihypertenseur? On commence toujours ou souvent par la monothérapie, puis si les chiffres tensionnels sont toujours élevés, on passe à la puis à la trithérapie. Généralement, pour passer d'un palier à l'autre, on doit attendre un mois, mais c'est le cas de tension artérielle inférieure à 180-110. Si la tension artérielle est supérieure à 180-110, il faut réduire cette durée à 7 jours. Chez les sujets de moins de 55 ans ou diabétiques, on commence par un bloqueur, un médicament qui bloque le système rénine-angiotensine, c'est-à-dire un ARA2 ou un IEC, comme le Triatec, le Condesartan, Telmisartan, Irbesartan, ou le Captopril, le Ramipril, etc. Chez les sujets de 55 ans plus ou les sujets de race noire, on commence par un inhibiteur classique ou un thiazidique. On préfère les inhibiteurs classiques, et si le malade tolère mal les inhibiteurs classiques, s'il y a des œdèmes ou un risque d'insuffisance cardiaque, on préfère les diurétiques thiazidiques. Après, on passe à la bithérapie. Chez les malades ayant un médicament qui bloque le système rénine-angiotensine, c'est-à-dire A, on rajoute un inhibiteur classique ou un thiazidique. Chez les malades ayant un inhibiteur classique ou thiazidique, on rajoute un médicament qui bloque le système rénine-angiotensine. Et après, s'il y a toujours une élévation des chiffres tensionnels, on passe à la trithérapie. Que disent les recommandations américaines 2017 à propos des AVC? En cas d'hémorragie intracérébrale dans les premières 6 heures, il y a deux cas de figure. Soit la tension artérielle est supérieure à 22,12, donc dans ce cas, il est raisonnable d'utiliser une perfusion IV continue de médicaments avec monitoring tensionnel. Soit la tension artérielle est inférieure à 22. Dans ce cas, l'abaissement immédiat de la pression artérielle à moins de 140 peut être potentiellement dangereux. En cas d'AVC ischémique dans les 3 premiers jours, en dehors de la thrombolyse, c'est-à-dire si on ne veut pas thromboliser, et c'est le cas le plus souvent en Algérie. Il y a deux cas de figure, soit la tension artérielle est supérieure à 22,12. Dans ce cas, le bénéfice du traitement est incertain, mais il pourrait être raisonnable d'abaisser la tension artérielle de 15% au cours des 24 premières heures. Si la tension artérielle est inférieure à 22,12, réinitier ou initier un traitement antihypertenseur n'est pas efficace pour prévenir la mort ou la dépendance. Donc, pour conclure, devant une HTS sévère sans souffrance viscérale, on demande au malade de se reposer, et après on refait la prise de tension artérielle. Si les chiffres tensionnels sont toujours très, très élevés, on commence par un traitement oral et progressif. En cas d'urgence hypertensive ou vraie urgence hypertensive, bien sûr avec souffrance viscérale, on hospitalise le malade, on fait un bilan biologique, on traite la douleur, l'anxiété et la rétention urinaire, en cas de globe bien sûr, parce que ça augmente les chiffres.
S'il y a des signes neurologiques, il faut attendre l'imagerie cérébrale, sauf si la tension artérielle est supérieure ou égale à 22/12. Et il faut abaisser la tension artérielle dans les autres situations. Je vous remercie.